Mesdames, Messieurs du jury, mon très cher public et ami fidèle, mon ami contradicteur, si lors de la précédente étape, je vous avais convaincu en vous parlant de cul, aujourd'hui, il en sera tout autre en termes de forme. C'est avec la subtilité et l'éloquence que vous me connaissez que je vais tenter de vous démontrer que Cicéron, c'est bien carré. Cicéron, c'est bien carré, et avec ce sujet, c'est l'essence même de l'éloquence que j'espère toucher. N'y voyez là aucune tromperie, car entre géométrie et contrepétrie, le bien parler, obligé lors de ce concours, se fait avec la rigueur, celle des 4 coins du carré. Et subtilité également, car je ne me vois pas parler de pratiques sexuelles animalières, ainsi que de Gérard Depardieu, devant notre honorable Montesquieu. Comme point de départ, tentons de cerner Cicéron, pour prouver qu'il s'agissait là d'un homme droit, carré, sur lequel on pouvait compter. Monsieur Rond, de son prénom Cicé, d'aucuns pensaient que son second prénom était Djibril, est né à Rome, à l'hôpital de la Sainte Césarienne. C'est un bébé rondouillard, né le 3e jour du mois de janvier. Une journée exceptionnelle, rendez-vous compte, car la température avoisinait les 90 degrés. Il est né d'une famille aisée. En effet, sa mère, la mère Michel, et son père, chef d'entreprise, réussissent dans leur société, d'import-export d'amphores de légumes, qui sûrement réussit grâce à un slogan ravageur, Cicéron, c'est ronduel. Malgré cela, son enfance est difficile. Madame Pavochpus, son institutrice, ne cesse de le mettre au coin, et à la récréation, Brutus la brute lui fait sans arrêt la tête au carré. Pourtant, il ne sortira pas du droit chemin, et ce petit bonhomme ne tournera jamais à l'ovale. En effet, fort d'une intelligence cartésienne, il se lance dans le poker sur Internus, et se constitue un petit péculus. En effet, il a l'avantage de ne sortir de sa manche que des carrés d'as. C'est fort commode. Cicéron est aussi un grand amateur de musique. À 16 ans, il rejoint un orchestre philharmonique. Mais c'est dur de percer dans le milieu, surtout si, comme lui, vous avez une voix trop aiguë et que vous ne savez jouer que du triangle. J'avoue, ce passage, je l'ai peut-être un peu inventé, mais ce calembour se devait d'être fait, alors autant que ce soit par moi. C'est en moins 81 que sa vie prend un nouvel angle. Il est maintenant diplômé et avocat de l'UPVD, Université des patriciens vraiment droits. Et il gagne au passage un concours d'éloquence, en soutenant le oui sur le sujet « Si c'est carré, est-ce vraiment rond ?» N'y voyez là aucune analogie. Dans cette nouvelle profession, il se distingue, notamment en défendant Dominicus Deascus, un homme politique qui a préféré les courbes d'une femme à la droiture de la fonction. Il parvient également à faire condamner Hannibal, qui était accusé d'abus de biens sociaux. Il aurait en effet détourné de nombreux éléphants à travers le paradis fiscal que sont les Alpes. Ne vous inquiétez pas, justice a parlé, et aujourd'hui, l'homme tourne en rond en prison, et les éléphants ont été restitués à la société qui s'est maintenant reconvertie dans la fabrication de pianos, messieurs, dames. Frappé par ce manque d'intégrité, il décide de tracer sa voie dans la politique. Et quelle voie, messieurs, dames? En effet, il s'est principalement distingué en empêchant le coup d'État de Catilina, un sénateur de la Tessie, comme on dit. Mais, mesdames, messieurs, s'il parvient à cet exploit, il y arrive, non pas à la force de ses bras, et j'aurais aimé le dire, mais Cicéron n'était pas du genre à soulever des haltères, ni à avoir une forme très rectangulaire. Là par contre, l'analogie est frappante. Non, il va parvenir à empêcher ce sombre dessein par un simple discours. Vous pouvez le retrouver, s'il vous intéresse, sous le nom des catilinaires. Car oui, en effet, Cicéron avait pris l'habitude de nommer ses interventions selon ses contradicteurs. J'ai donc moi-même décidé de nommer mon discours de ce jour les gazières, en hommage à mon futur ex-adversaire. J'espère que ça ne me portera pas préjudice et que vous ne sortirez pas d'ici en disant que ce soir, ça sentait le gaz.
Bref, revenons au discours de notre ami Cicé. Le buzz est immédiat. Tous les sages de l'époque le font tourner, que ce soit César, Pythagore ou Panoramix. Tous. Voyez-vous, mesdames, messieurs, si je vous parle de ceci, c'est parce que ce discours est une référence d'éloquence, car c'est à la seule force de ses mots, armé de sa plume et de sa droiture, que Cicéron a pu contrecarrer l'épée acérée d'un politicien qui ne tournait pas rond, sans pour autant être carré. La suite, elle est sans importance. Cicéron meurt assassiné par un de ses anciens clients, probablement après avoir vu le montant des honoraires. Les historiens ne sont même pas certains des circonstances de cette mort. D'aucuns pensent qu'il est mort bravement, en affrontant ses fatals assaillants. Et d'autres pensent qu'il est mort strangulé en ayant tenté de fuir comme le pire des pleutres. Qu'importe. Si je me suis permis de vous rappeler cette biographie que tout le monde ici connaît, je suppose, c'est peut-être un peu, d'abord, pour souligner que c'était un homme droit et plein de dignité. C'est aussi, je l'avoue, pour que mon propos soit un peu plus meublé. Mais c'est surtout, mesdames, messieurs, pour souligner le lien entre éloquence et géométrie. Car Cicéron était un homme d'éloquence. Ses propos ne tournaient jamais autour du pot, et il allait toujours droit au but. Son deuxième prénom était Djibril, souvenez-vous. Le bon mot a toujours aimé ce qui est carré. Prenons quelques citations. Sur le fronton de l'Académie, l'antique école fondée par Platon, on peut lire que nul n'entre s'il n'est géomètre. Le philosophe n'avait pas pour intention d'ouvrir une école d'agents de la BDE, non. Il soulignait simplement la proximité entre l'art de la rhétorique et l'art géométrique. Comme moi, devant vous ce soir. Mais loin de moi l'idée de me comparer à Platon, même si j'espère que devant vous, mon ton n'aura pas paru trop plat, tonique, j'espère. Autre citation. Blaise Pascal a écrit « L'art de convaincre consiste autant dans celui d'agréer que celui de persuader. » Quel rapport avec la géométrie, vous me direz? Eh bien, l'ouvrage dont est tirée cette phrase s'intitule justement « De l'esprit géométrique ». Un ouvrage entier faisant le pont entre argumentation et géométrie. Ça nous laisse ici tous rêveurs, je suppose. Et maintenant, plus léger, une dernière, Sacha Guitry. Il disait « Rien n'est plus facile que la géométrie, pour peu qu'on en ait besoin. » Ce qui montre, si preuve en était encore besoin, que, à l'image d'une bonne partie de la vie de Cicéron, les cercles et les ronds n'ont aucune importance dans le cœur de notre débat, non. Alors qu'est-il, ce cœur de notre débat? Quid de ces cercles et de ces carrés, de cette éloquence et de cette géométrie? Quid de Cicéron et de nous ici ce soir, mesdames, messieurs? Eh bien, je pense que tout n'est question que de fond et de forme. Voyez-vous, je pense sincèrement qu'il n'y a pas sujet plus adéquat pour cette finale que le nôtre à moi et M. Gasser. Et je ne ferai pas l'insulte de le salir en m'étendant sur des carrés qui seraient ronds. D'abord, ce serait fort douloureux pour mon dos. Et ensuite, parce qu'il n'y aurait pas pire insulte à votre intelligence que de traiter stérilement de la rondeur d'un quadrilatère, non? Je pense que le faire, ce ne serait qu'illusion, diversion, poudre aux yeux. Tout cela ne serait que forme sans fond. Et Cicéron était un homme effectivement carré, puisqu'il représentait toute la rigueur et la science de cet art ancien. Et comprendre, comme vous le faites ce soir avec moi, que Cicéron est bien carré, c'est dépasser la forme pour se plonger dans le fond. C'est briser les lignes superflues pour pénétrer le cœur du sujet. C'est enfin accepter de voir la vérité d'un autre angle et ne plus seulement regarder le monde du coin de l'œil, non. Et n'est-ce pas ce que nous faisons, nous autres juristes? Le droit n'est-il pas rempli de formes au sens plus important que la géométrie qu'on leur donne? Prenons l'exemple du droit constitutionnel. Ne parle-t-on pas de bloc de constitutionnalité? Et l'un des auteurs pivots de la matière n'est-il pas Raymond Carré de Malherbe? Et comme le théorème de Thalès qui n'a rien à voir avec les chiens, le droit n'est-il pas rempli de règles au nom farfelu, mais avec un sens lourd? En clair, argumenter sur la simple forme des concepts, ce n'est que masturbation intellectuelle.
C'est comme s'écrier « Non, ce n'est pas la pyramide de Kelsen, c'est l'ovale de Kelsen, ou le losange de Kelsen. A-t-on vraiment besoin d'en faire une scène ?» Non, on s'en fiche, messieurs, dames. Voyez-vous, je pense que M. Gasser va tenter de nous démontrer que Cicéron, ce n'est pas carré. Comme une blague potage qu'on ferait en sortant d'un cours de philosophie, après avoir entendu pour la première fois le nom de ce monsieur. M. Gasser va tenter de nous démontrer qu'un rond, ce n'est pas un carré. Et, mesdames, messieurs, je vous l'avoue, ce n'est pas moi qui cherchera à le prouver le contraire. Je ne suis pas assez fou, voyez-vous. Mais je pense, je vous le dis, sans animosité, sans prétention, mais je le dirai sans faille, M. Gasser, en soutenant cette position, ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner, mais ce n'est pas sa faute. On lui demande de traiter de forme, alors que s'il en venait sur le fond, il nous donnerait raison, à nous, lui oui. Pourtant, c'est un orateur brillant, et je suis sûr que quand je lui laisserai la parole, il nous régalera de sa douce voix, et avec un peu de chance, peut-être même qu'il chantera. Il s'écriera « Un chien n'est pas un chat ». Mais je le répète, cela sera vain, car l'éloquence n'est pas que la forme de la parole, non. L'éloquence, c'est la beauté du verbe que l'on a soutenu, car il nous a convaincus, et dont l'on s'en sert comme d'une arme pour convaincre les autres. La parole, structurée autour d'un fond inexistant, n'est rien. Elle ne vaut pas plus qu'un carré dont on ignore les diagonales, qu'un corps qui aurait perdu son âme, ou, et ces deux circonstances, d'un tribunal sans justice, messieurs, dames. Un ultime exemple pour égayer notre propos. Quelqu'un parlait, lors de l'étape précédente, de syllogisme. Je crois que c'est vous, monsieur Gasser. On évoquait le syllogisme de Socrate, le plus connu. Rappelons-le quand même, Socrate est un homme, les hommes sont mortels, Socrate est mortel. Cela paraît logique. Eh bien, mesdames, messieurs, préparez-vous à voir vos convictions ébranlées. Changeons le propos. Socrate est mortel, les chiens sont mortels. Socrate est un chien. Tout cela, mesdames, messieurs, ce n'est que sophisme, parole sans rôle, ces questions sans réponse. Tout cela, ce n'est que pensée sans réflexion. J'aimerais terminer mon intervention en citant mon film préféré, Le Cercle des poètes disparus. Il y est dit dans ce film, peu importe ce qu'on vous dira, les mots et les idées peuvent changer le monde. Et je pense, messieurs, dames, que si une citation devait être retenue pour ce concours, je l'espère que ce serait celle-là. Alors maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous laisser entre les mains habiles de mon contradicteur, en espérant qu'il y mettra les formes pour nous prouver qu'au fond, c'est nous qui avions raison. Je vous remercie.